Voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Les titres de votre journal. Au Niger, 3 mois de prison avec sursis. C'est le verdict du tribunal à l'endroit de 4 figures majeures de la société civile. Des milliers de résidents de Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, ont perdu leur maison. Plus de 400 000 personnes y vivaient. Au Laos, une centaine de personnes portées disparues et 6 villages submergés. C'est le bilan provisoire de l'effondrement d'un barrage en construction. Au Niger, condamnation à 3 mois de prison avec sursis des acteurs de la société civile arrêtés dans le cadre des manifestations de protestation contre la loi des finances 2018. Ali Idrissa Moussa, Tchangari et Nuhu Arsika, ayant déjà passé 4 mois en détention, vont devoir être libérés immédiatement. Les précisions avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa. Malgré cette condamnation, c'est plutôt un soulagement pour les camarades et parents des activistes détenus depuis le 25 mars dernier. Une joie immense, hein? C'est largement suffisant pour nous. On remercie le bon Dieu, on remercie le juge, les avocats et tout le monde. Et la lutte continue. Hein? Le juge les a reconnus coupables d'un seul chef d'accusation sur 3, mais les avocats des activistes restent insatisfaits. Le juge les a condamnés à 3 mois d'emprisonnement assorti de sursis, ce qui veut dire qu'ils ne devraient même pas être gardés même un jour en prison. La conséquence, c'est qu'ils sortent aujourd'hui même, tous libres, tous les acteurs restés civils vont sortir aujourd'hui libres, vont regarder leur famille, les adieux, parce que nous allons continuer la procédure. Si on continue la procédure, ce n'est pas parce qu'on n'est pas essentiellement satisfait, c'est parce qu'il y a un objectif dans ce dossier, il faut que ça serve l'état des droits. Faisons le constat que, quand même, au Niger, il y a une justice indépendante. Il y a des magistrats qui sont indépendants. Cette décision, elle est juste et cette décision est conforme au droit. Donc ça, pour ça, nous le saluons. Un autre groupe d'activistes détenus en avril dans le cadre des manifestations anti-loi des finances 2018 attend toujours la date de leur procès. Cap sur la République démocratique du Congo, plus précisément le sud Kivu, où le réalisateur d'un documentaire critique envers le pouvoir est en fuite depuis 18 jours. Aujourd'hui, Gaël Mpoyo sort de son silence dans une interview exclusive à VOA Afrique. Le vice-président provincial de la Corporation des journalistes congolais et correspondant de la chaîne Africa News appelle la communauté internationale et le public congolais à s'impliquer pour que la liberté de la presse soit effective en RDC. Il déplore le fait d'avoir dû fuir le pays, de même que le monteur du documentaire Franck Zongwe, à la suite d'une série de menaces pour avoir donné la parole aux sans-voix expulsés sans ménagement de leur village par les forces de l'ordre. Suivez Gaël Mpoyo. Nous avons fui la ville parce que nous sommes menacés. Pourquoi nous sommes menacés? Parce que nous avons réalisé un documentaire sur la situation de Mbobero. Nous avons été en contact avec les autorités locales pour les expliquer le bien fondé du travail que nous étions en train de faire. Mais malheureusement, à la sortie de ce film, nous avons été menacés. Nous avons été intimidés par plusieurs manières, par des filatures, par des appels, des SMS. Cette situation impacte aujourd'hui sur la vie professionnelle que nous menions avant. C'est pour cette raison que nous appelons aujourd'hui la communauté internationale, la communauté nationale, à s'impliquer pour que la liberté de la presse soit une réalité en République démocratique du Congo.
Gaël Poyo qui a donc fui sa ville, pas le pays. Mais demain, dans ce journal, nous aurons les réactions au Sud Kivu suite à la disparition de ces deux journalistes. Et puis, l'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba a confirmé aujourd'hui à Bruxelles qu'il comptait rentrer le 1er août à Kinshasa en vue de l'élection présidentielle de décembre, sans esprit de vengeance et en indiquant qu'il militerait pour une candidature unique de l'opposition. Restons en RDC, où Kinshasa a annoncé ce mardi la fin de l'épidémie d'Ebola, officiellement déclarée le 8 mai, selon le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé, après une période d'observation de 42 jours sans aucun nouveau cas confirmé enregistré et conformément à la réglementation sanitaire internationale. Au total et après vérification, la coordination nationale a comptabilisé 54 cas, dont 33 décès et 21 survivants qui se sont regroupés au sein de l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola, a précisé le docteur Oli Ilunga. Au Mali, deux obus de mortier ont été tirés dans la nuit de lundi à mardi sur l'aéroport de Sévaré, dans le centre du pays, lors d'une attaque djihadiste présumée qui n'a pas fait de victimes, selon les sources sécuritaires et administratives. Cette localité, proche de la capitale régionale, Mopti, occupe une position stratégique et abrite une base de la mission de l'ONU, la MINUSMA, de même que le quartier général de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Cette attaque intervient à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle prévue dimanche prochain. À propos des élections, justement, au Mali, le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Ba, a renvoyé hier toutes les questions concernant le fichier électoral à la DGE, la Direction générale des élections, structure administrative chargée de l'organisation matérielle du scrutin. C'est que depuis le week-end, l'opposition parle de plus de 100 000 électeurs fictifs. Pour parler de cette présidentielle prévue dimanche au Mali, nous avons en direct dans ce journal Mamari Biton Koulibaly. Il est activiste et membre de la société civile à Philadelphie, ici aux États-Unis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci de m'avoir invité sur votre antenne. Alors, les Maliens sont appelés aux urnes dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Dans quel climat va se dérouler cette élection, selon vous? Je vous remercie encore et merci à tous vos téléspectateurs. Et très rapidement, pour cette question, la réponse à cette question, ce sera comme un jeu de hasard, pour être honnête et sincère avec vous. Cela à cause des enjeux tant au niveau du parti au pouvoir qu'à l'opposition et surtout la France et ses amis. Donc, pour être clair avec vous, le climat dans lequel les choses vont se passer, personne ne peut vous dire exactement quel sera ce climat. On ne peut que prier Dieu pour que, au moins, le civisme puisse régner au niveau de tout un chacun. Alors, avant même la tenue de ce scrutin, l'opposition parle déjà de fraude, notamment pour ce qui est du fichier électoral. Ces accusations sont-elles fondées? Là, pour pouvoir parler de ces trucs, il faut vraiment être en mesure de pouvoir vérifier. Bon, nous sommes tous là, mais cette commission qui, à la demande de l'opposition même, et qui est composée des membres de l'opposition, du parti au pouvoir, de la société civile, et selon eux, certains experts internationaux qui viennent toujours chez nous, et nous, on ne part jamais chez eux pour expertiser. Cette commission-là doit normalement venir publiquement à la télé, nous dire exactement s'il y a eu fraude ou pas, et la liste qu'ils ont eu à auditer, s'il y a une liste différente de cette dernière aussi. Et en ce moment-là, on peut vraiment dire qu'il y a eu fraude ou bien il est en train de se préparer des fraudes massives. Alors, 24 candidats sont engagés dans cette course à la présidence. Parmi eux, Ibrahim Boubacar Keïta. Pourquoi n'y a-t-il pas eu une candidature unique de l'opposition? Bon, le plus souvent, quand je pense à ça en Afrique, cela ne fait que confirmer notre lutte. Et nous, on lutte contre cette illusion démocratique. Voilà encore la preuve. 24 candidats, plus ou moins à peu près 200 partis politiques dans un pays, une population de moins de 20 millions d'habitants. Et ça, c'est quelle démocratie, mon frère? Là, c'est la preuve pour dire toujours encore à nos concitoyens que tout ce qui est en train de se passer chez nous, c'est exactement des illusions démocratiques et personne n'est là pour l'intérêt du peuple.
c'est pour des propres intérêts et l'intérêt des répartisseurs. Merci, Marie Biton Koulibaly. Vous êtes activiste et vous vivez à Philadelphie, ici aux États-Unis. Merci. Et puis, on continue donc le leader du groupe donc, au Nigeria. Le leader du groupe, commençons plutôt par cette autre information du Nigeria. Donc, 15 sénateurs ont fait défection de l'APC, le parti du président Muhammadu Buhari, confronté à des graves dissensions internes. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le président du Sénat, Bukola Saraki, lors de la dernière séance plénière de la Chambre haute avant les vacances parlementaires. Cette défection intervient à un peu plus de 6 mois de la présidentielle de février prochain. Selon le sénateur Saraki, les 15 personnalités en question ont rejoint le principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire PDP. Au Laos, l'effondrement d'un barrage hydroélectrique en construction a submergé au moins 6 villages de ce petit pays pauvre d'Asie du Sud-Est. L'incident a fait plusieurs morts et des centaines de disparus. Les détails avec Irénée Herman Umbo. Des écoulements d'eau évalués à près de 5 milliards de mètres cubes, l'équivalent de plus de 2 millions de piscines olympiques. L'affluent du Mekong dans la province d'Atape au sud-est du Laos fait des victimes. À l'origine de cette inondation surprise, l'effondrement de ce barrage en construction qui malheureusement n'a pu résister aux pluies diluviennes qui s'abattent sur la région. Des dizaines d'habitations dans la zone inondée sont totalement submergées. Difficile pour l'instant d'évaluer l'impact de cette inondation. Selon Séoul, un total de 53 travailleurs sud-coréens qui se trouvèrent sur place ont pu être évacués. Quelques 6600 personnes sont sans abri pendant que les autorités tentent de les évacuer de la zone sinistrée. La Thaïlande voisine a envoyé des secouristes en renfort, mais la zone inondée est entourée d'une forêt dense, ce qui pourrait compliquer les opérations. Enclavé au cœur de la péninsule indo-chinoise, le Laos, petit État rural et montagneux, ambitionne de devenir la batterie de l'Asie du Sud-Est. Ces phénomènes imprévisibles y sont de plus en plus fréquents en raison du changement climatique. Hier lundi, des milliers de résidents de Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, ont perdu leur maison. L'État les a démolis pour faire place à une nouvelle route. Il s'agit de l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique qui accueillait plus de 400 000 personnes. Pour les autorités kenyanes, décongestionner la capitale est un impératif. Arzuba Compaoré. C'est au son des grues et des bulldozers que le plus grand bidonville du Kenya s'est réveillé lundi. Des centaines de cabanes ont été démolies pendant la nuit pour faire place à une route, laissant des résidents désespérés et sans abri. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Les enfants n'avaient même pas pris le petit déjeuner. Nous avons entendu les bruits des destructions et nous nous sommes précipités à l'extérieur. La plupart de mes affaires ont été détruites, y compris ma télé. Les résidents du bidonville ont déposé de plaintes en justice contre la démolition prévue depuis que la construction a commencé il y a 2 ans. Mais l'année dernière, un juge a décidé que la route était dans l'intérêt public et rejeté les contestations. Nous avons dit aux gens de venir faire le point afin qu'ils puissent réellement se déplacer et que nous puissions les dédommager. Ils ont refusé de collaborer et ce n'est qu'avec cet avis d'expulsion, qui est en fait vieux de 2 ans, qu'ils ont vu que le gouvernement était sérieux et qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Selon Amnesty International, ces démolitions vont à l'encontre d'un accord entre l'autorité kenyane des routes urbaines et les groupes de défense des droits de l'homme, accord qui visait à mettre un terme aux expulsions forcées jusqu'à ce qu'un plan de réinstallation soit adopté. Une entente a été conclue entre l'autorité kenyane des routes urbaines, la Commission nationale kenyane des droits de l'homme, la Commission nationale foncière et les leaders communautaires pour qu'ils élaborent un plan d'action de réinstallation. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Kibera a été habité au début du XXe siècle par des soldats nubiens du Soudan qui se sont battus pour les Britanniques et ont été récompensés avec un terrain de 2000 hectares à la périphérie de Nairobi, sans jamais recevoir de titre de propriété. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Dans ce journal, nous irons au Gabon pour vivre le calvaire des pêcheurs nigérians et béninois victimes de discrimination malgré leur contribution à l'économie. En Afrique du Sud, la toxicomanie, un réel défi pour les autorités. Nous verrons ce qui rend la lutte contre ces fléaux difficile. La VOA a une longue... VOA Afrique inaugure officiellement ses fréquences FM 104.3 à Brazzaville et 98.3 à Pointe-Noire. Comme chaque mardi, un coup d'œil sur l'économie et c'est avec Eric Manirakiza. Eric, bonsoir. Bonsoir John. Ce soir, Eric, nous focalisons sur l'offensive de la Chine en Afrique. Le président Xi Jinping a commencé sa tournée ce dimanche pour renforcer les liens avec ses alliés sur le continent. Il a signé plusieurs accords bilatéraux et le Sénégal était la première étape de son périple africain. Le président chinois a remis symboliquement les clés de la reine nationale à son homologue sénégalais Macky Sall. Il s'agit d'une infrastructure sportive dédiée notamment à la très populaire lutte traditionnelle au Sénégal. Ce joyau architectural peut accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs. Il a coûté 32 milliards de francs CFA financés par Pékin. Le président Macky Sall souligne l'importance de cette coopération. La Chine est un partenaire majeur et fiable. À ce jour, notre coopération compte plus d'une quarantaine de projets et programmes et autres initiatives déjà achevées, en cours ou en perspective. Le parcours du peuple chinois est clairement un message d'espoir pour dire que le sous-développement n'est pas une fatalité. Alors Eric, après le Sénégal, le président chinois s'est rendu au Rwanda. Tout à fait, John. Le président chinois Xi Jinping a signé ce lundi 15 accords avec le Rwanda, des prêts pour la construction de routes, pour la rénovation d'hôpitaux et pour le développement du nouvel aéroport de Bugesera figurent parmi ces accords signés. Kigali s'en réjouit, comme le dit le président Kagame. Je tiens à vous remercier une fois de plus et je suis particulièrement heureux d'assister à la cérémonie de signature, à l'engagement sur de nombreux accords bilatéraux entre la Chine et le Rwanda. J'attends plus de coopération et de nouveaux accords bilatéraux dans différents domaines. De son côté, le dirigeant chinois a insisté sur le profit du gagnant-gagnant. Il a dit que le développement de la Chine va apporter plus d'opportunités à l'Afrique et le développement de l'Afrique insufflera une nouvelle vitalité au développement de la Chine. Et le président chinois ne va pas s'arrêter là, il va poursuivre cette tournée en Afrique du Sud. C'est un sommet des pays émergents qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Avant justement le sommet, le président chinois doit s'entretenir avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour des entretiens bilatéraux. Merci Eric. L'économie, c'est sur VOA Afrique. On vous retrouve donc mardi prochain. Arrivés pour la plupart illégalement au Gabon, les pêcheurs nigérians et béninois sont devenus peu à peu indispensables, mais malgré leur contribution à l'économie gabonaise, on leur refuse continuellement l'accès aux fonciers. Les précisions avec Dili Diko. Peter Abayomi est un pêcheur nigérian arrivé au Gabon dans les années 70. Sur sa pirogue, il raconte les difficultés auxquelles font face les pêcheurs étrangers au Gabon. C'est désolant. Nous sommes tous, on ne sait pas quel sens avouer.
Donc, on s'est dit que nous étions laissés à nous-mêmes de se débrouiller. Parce que nous avons appelé toute l'administration qui est à la pêche pour essayer d'intervenir, mais il n'y a pas une suite favorable. La majeure partie de cette communauté de pêcheurs vit dans ce bidonville appelé la Grande Poubelle. Ceux vivant dans la capitale et la ville côtière de Port-Gentil font face aux nombreuses expulsions. Il faut que les pêcheurs vivent au débarcadère. Et puis les pêcheurs puissent se réveiller la nuit pour venir voir sa pirogue, la position de sa pirogue. Réveiller la nuit pour voir la marée, parce que les pêcheurs pêchent compte tenu de la marée. Peut-être un pêcheur peut être à la marée basse ou bien à la marée haute. C'est comme ça. Mais étant en ville, ça ne peut pas aller. Bon, nous demandons pour que l'État doit nous aider, nous les pêcheurs. C'est grâce à ce dévouement que ces pêcheurs étrangers réalisent le long des 800 km de côte gabonaise les 2/3 des prises de poissons du pays. Ils jouent donc un rôle très important dans l'économie locale et se considèrent désormais comme des membres de la société gabonaise. En Afrique du Sud, la toxicomanie devient un réel défi pour les autorités et les associations venant en aide aux addicts. L'apparition de nouvelles méthodes de partage et d'injection de substances illicites rend de plus en plus compliquée la lutte contre l'addiction. Tisso Kumalo est allé à la rencontre de ceux qui ont décidé de mettre un frein aux abus de drogue dans les rues de Johannesburg. C'est un récit de Michel Joseph. Sibuzio Vilakazi vit à Johannesburg. Cet ancien toximane de 32 ans mène désormais une vie rangée. Cela fait 2 ans qu'il n'a pas touché à la drogue. Passionné de photographie, il arpente les rues pour rendre de beaux clichés et surtout pour convaincre ceux qui souffrent toujours de leur addiction de décrocher et de mener une vie saine et sans drogue. En fonction de leur état, il leur conseille d'aller soit dans une clinique, soit dans un centre de désintoxication. Ils en connaissent les dangers, ils savent ce que la drogue leur fait. Certains d'entre eux se disent qu'il n'y a pas de raison pour eux d'arrêter, car ils vont tout simplement revenir à la réalité, à leurs problèmes. Ils pensent qu'en prenant de la drogue, ils se débarrassent de leurs problèmes. À Johannesburg, les forces de l'ordre sont aux trousses des trafiquants. Ils espèrent ainsi enrayer le business illégal de la vente de stupéfiants. Wayne Minard a, par conséquent, donné l'ordre à ses officiers de nettoyer les rues pour en finir avec la drogue. Nous voulons rendre belle notre ville. Toutes les lois doivent être respectées. La police, les assistants sociaux et les volontaires, tous sont unis pour faire face au fléau qu'est la drogue en Afrique du Sud. Quant à Sibuzio Vilakazi, il espère un jour ouvrir son propre centre de désintoxication pour venir en aide à ceux qui souffrent de ce mal qu'il a lui-même connu auparavant. Nous ne parlerons pas de drogue dans le sport aujourd'hui, mais plutôt d'autre chose. Et c'est avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. L'adjoint du sélectionneur Gernot Rohr contre-attaque. Après les accusations de corruption, Salisu Youssouf a déclaré qu'il a accepté les $750 qui lui ont été remis par l'un des 2 agents comme un cadeau et non comme une incitation à faire jouer 2 jeunes joueurs représentés par les agents. L'adjoint de Gernot Rohr et entraîneur des Super Eagles locaux lors du CHAN 2018 a été filmé par la BBC, la chaîne britannique, a diffusé la vidéo montrant Salisu Youssouf en train d'empocher de l'argent après une conversation avec des journalistes se faisant passer pour les agents de 2 joueurs. Ailleurs, la FIFA a dévoilé la liste des différents nominés pour ses meilleurs sportifs. Mohamed Salah figure dans la catégorie du meilleur joueur de l'année. L'auteur d'une saison 2017-2018 de feu avec Liverpool, 44 buts en 52 matchs, toutes compétitions confondues. L'ailier égyptien figure dans la liste des 10 nommés pour le titre de meilleur joueur FIFA de l'année. Déjà élu un joueur de l'année en Première Ligue, le Pharaon se retrouve aux côtés de superstars comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et des champions du monde français, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane. Neymar n'est pas par contre sur cette liste. Le lauréat, lui, sera désigné le 24 septembre prochain à Rome. Et pour terminer, le Barça plutôt que la Louve, juste une offre et tout à capoter pour la Roma. Annoncé hier à Rome avec un accord de principe trouvé entre Girondins et Romains, l'ailier brésilien
de Bordeaux, Malcolm, a finalement été recruté par le FC Barcelone aujourd'hui. Le montant de ce transfert, 41 millions d'euros, est le plus important jamais réalisé par les Girondins. Le club catalan donnera un salaire de 5 millions d'euros aux Brésiliens contre les 2,5 millions proposés par l'AS Rome. Et c'est ici, bien sûr, que s'achève ce journal des sports ou encore cette page des sports, si vous voulez. Merci, Yacouba Ouedraogo. VOA Afrique a officiellement inauguré ce mardi ses fréquences FM 104.3 à Brazzaville et 98.3 à Pointe-Noire en République du Congo. Allons tout de suite dans la capitale congolaise où se trouve Roger Muntu, envoyé spécial de VOA Afrique. Roger, bonsoir. Bonsoir John, comment ça va Washington? Washington va très bien. Alors, vous avez participé à cet événement dans la capitale congolaise. Qu'est-ce qu'on peut en dire? John, c'est une journée spéciale. Alors, une journée tellement importante ici à Brazzaville, en République du Congo, le lancement des nouvelles fréquences FM de la VOA, comme vous venez de le dire, 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 à Pointe-Noire. La directrice John de la VOA, Amanda Bennett, a commencé d'abord par remercier les autorités congolaises, les hommes et les femmes des médias, mais aussi, elle a insisté aussi sur, elle a remercié aussi les téléspectateurs et les auditeurs de VOA Afrique, ici même à Brazzaville, et puis l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, son Excellence Monsieur Todd Askell, qui a aussi, lui aussi n'a pas pu cacher en tout cas son émotion. John, il a dit que c'est un projet qu'il a toujours voulu voir naître. Il était très content de voir ce jour. Alors ce lancement, John, a fini finalement par le ministre congolais de la communication et des médias, porte-parole aussi du gouvernement, Monsieur Thierry Mungala. Monsieur Thierry qui a aussi souligné l'importance, John, de la liberté d'expression dans le monde, mais particulièrement ici au Congo. John. Merci Roger Moutou, envoyé spécial de VOA Afrique à Brazzaville. Donc, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même lieu, sur cette même chaîne. D'ici là, restez à l'écoute de nos programmes sur VOA Afrique. Bonsoir.